après 45 secondes de jeu seulement. Et c'est Kist encore qui inquiète Baratelli et la défense bleue. On joue maintenant depuis 10 minutes et c'est tout de suite le tournant. Là c'est Suzik et tout de suite, voici Lemou, tout de suite une main flagrante du défenseur mulhousien Mansouri dans la surface. À l'image c'était pas évident, mais sur le terrain il n'y avait pas de problème, l'arbitre n'a pas bronché. Et comme cela arrive souvent, c'est l'équipe lésée qui va se retrouver KO. Un ballon de Huck, c'est Six qui s'enfonce et qui trouve le chemin des filets. 1-0 pour Mulhouse. C'est pour l'instant la grande surprise de ces 32e de finale de coupe. Didier Six et ses camarades du football club de Mulhouse, donc à la 55e minute de jeu. Mulhouse qui va bien sûr être encouragé, qui va même se déchaîner comme ici à l'image de Bernardet. Un ballon qui part là-bas de l'autre côté pour Durkalik. Tête parisienne de Lemou et Kist sur la barre de Baratelli. Ouf, qu'il me donne du travail, notre ancien camarade Kist, le néerlandais. On a dû regretter de l'avoir prêté à Mulhouse. Il a pesé constamment sur la défense parisienne hier soir. Et il faut dire que sur sa deuxième mi-temps, Mulhouse nous a montré qu'elle ne déparerait pas la première division. Ils sont encore à l'ouvrage, ils le seront souvent. Kist, le pied gauche de Six et Baratelli qui a fait une fin de match tout à fait intéressante. Il a à peine le temps de dégager que l'on retrouve tout de suite Mulhouse avec encore Durkalik et une tête de vis et toujours le même Baratelli. 1-0 donc toujours pour Mulhouse, un corner ici pour Paris. Paris qui n'a pas baissé les bras mais qui n'arrive pas actuellement à trouver ses marques et qui n'arrive pas à se transcender. Et c'est comme ça qu'on perd un trophée auquel on tenait énormément. Ouais, je crois que c'est un des plus beaux jours de ma vie. Surtout les qualifications devant le Paris Saint-Germain qui a remporté déjà 2 fois l'épreuve avec toute l'internationale qui la compose. Alors ce contrôle là, qu'est-ce qui s'est passé dans la surface? Le contrôle, ben, je vais vous dire franchement, j'ai contrôlé de la main et sur la contre-attaque on marque le but. Monsieur Biguet n'a rien vu, tant mieux pour nous et tant pis pour le Paris Saint-Germain. C'est clair, Francis Borly? Je crois que Mansouri vient de résumer la situation. Je suis triste bien sûr, mais je crois qu'il faut accepter les choses telles qu'elles sont. Il y a des moments de joie, il y a des moments de... j'ai failli dire presque de malheur, en tous les cas de peine, c'est le cas. Mulhouse a bien eu le coup sur une erreur d'arbitrage flagrante, mais enfin, ils ont mérité sur l'ensemble. On n'a pas su réagir. Bref, je crois qu'il ne faut pas dire à rouge sur le volet, c'est trop simple. Ils ont gagné, puis c'est tout. Ça va enregistrer ce résultat. On ne vous verra plus embrasser la pelouse, on est très malheureux, je dois dire. Non, mais on a tout le temps, on a toute la vie devant nous. Il y aura de prochaines années et de meilleures. Je crois que cette erreur nous a été fatale. C'est triste, mais c'est ainsi, c'est comme ça. Il ne faut pas le contester. Oui, Paris qui n'aura pas le temps de pleurer sur son élimination, Jean, puisque l'équipe parisienne joue dès cet après-midi à 16h contre l'équipe nationale du Maroc à Rabat. À Rabat. Et à Nîmes, encore un match qui opposait une équipe de première division, Monaco, à une équipe de deuxième, Alès. Monaco qui est un spécialiste de la coupe, puisque les Monégasques l'ont gagné 4 fois, et Alès qui joue un peu chez lui. Oui, il y a 50 km entre Nîmes et Alès, un petit peu plus entre Nîmes et Monaco. Et je crois que, bon là, la hiérarchie a été respectée, contrairement au match de Strasbourg, nous l'avons vu. Mais je crois qu'en y croyant un peu plus, les Alésiens avaient une belle carte à jouer, car hier soir, au stade Jean-Bouin, à Nîmes, eh bien, les Monégasques étaient bons à prendre. Bien entendu, ils ont fait l'essentiel du jeu, mais sans vraiment accélérer, et puis ils ne sont pas créés vraiment beaucoup d'occasions. La première occasion, eh bien, elle est pour Alès avec ce coup franc de Barbera qui surprend légèrement Ettori, qui est parti un peu après le rebond. Et finalement, Puel dégage en catastrophe devant Gudimar, un ancien joueur de Monaco. Sur le corner, une tête curieuse d'Éric Benoît qui devance Ettori, qui se reprend bien du point. Finalement, dégagement de Bellone et un tir de Valadier, à ne pas confondre cette fois avec l'ancien monégasque, qui passe largement à côté. Je vous l'ai dit, c'est Monaco qui a fait l'essentiel du jeu. Une action dangereuse en première mi-temps, Moros qui est très bien placé, mais là sur ce centre de l'extérieur du pied droit, pas de problème pour Michel Bussouillet. L'excellent gardien de but d'Alès, encore Monaco, Gingini, Krause. Vous allez voir Bravo dans un instant qui revient petit à petit sur le chemin de la forme, qui a été très remuant, il manquait un petit quelque chose dans la finition. Ici il y a une faute de Joanne sur Daniel Bravo et un carton jaune sorti de la poche de Monsieur Dely. Alors pour le coup franc, Amoros ou Leroux, Bellone transmet finalement à Leroux et une belle envolée de l'ancien gardien de but de l'AS Cannes. Il a été formé à l'AS Cannes et puis il est allé ensuite à Nice.
Il est à Alès et sans doute prochainement en première division car il est tout jeune et excellent. C'est donc Michel Dufillier. 0-0 à la mi-temps. Alès qui inquiète en deuxième période de Jean-Luc Ettori, notamment sur cette action de Gaba, puis Fignon. Et là, une bonne prise de balle de Jean-Luc Ettori. Ce n'était pas évident juste après le rebond. Et puis des rebonds, il y en a certains qui sont mauvais sur cette pelouse tristounette de Jean-Bouin. Monaco accélère avec Gingini, grand pont devant Valadier, tête de Deveau et finalement Puel et encore Dufillier qui a jailli comme un chat là au tout dernier moment. Le corner n'amènera pas grand chose, comme l'on dit. Et on se retrouve quelques minutes plus tard, toujours avec Bravo, extérieur du pied droit, Krause qui a bien donné à Bijota, Gingini très bien placé, le ballon l'est témoin. Il en fallait un peu plus pour surprendre Alès. Et sur l'action qui suit, eh bien Krause pivote bien devant le stopper Laurent et trompe cette fois Dufillier. 1-0. Cette fois, eh bien, on n'y croit plus beaucoup. Il était évident qu'à cet instant de la partie, il reste seulement 20 minutes de jeu. Le premier qui trouvait l'ouverture se qualifiait. Ici, une mésentente entre Bijota et Simon qui a failli profiter à Barbera. Et puis Monaco va se mettre définitivement à l'abri à quelques minutes du coup de sifflet final. Bellone qui pour une fois va tirer du pied droit, ce qui surprend le gardien de but d'Alès Dufillier. Finalement Gingini qui a bien suivi comme toujours, eh bien marque le deuxième but. Ce ne fut pas un grand match. Finalement Monaco l'emporte sans trop de problèmes devant Alès qui s'est tout de même bien défendu. 2-0, but de Krause et Gingini. Voilà. Et voilà. Alors un autre match maintenant qui opposait un club de première division à un club de deuxième division. À 7, Toulon rencontrait Béziers. 7 là aussi était un peu avantagé car Béziers n'est pas très éloigné de 7. Donc Toulon qui a été demi-finaliste de la Coupe de France face à Béziers. Toulon a battu Béziers dans le dernier quart d'heure. Coup franc tiré par Verstraete, tête de Bénédé. Toulon 1, Béziers 0. Les Biterrois avaient résisté pendant plus d'une heure. Les Toulonnais vont réussir un deuxième but sur une attaque d'Aimon, sur une interception des Toulonnais alors que c'était Béziers qui était à l'attaque. Aimon tire, Rose repousse et c'est Paganelli qui marque. Toulon 2, Béziers 0. Nous allons voir au ralenti que la balle effectivement avait bien franchi la ligne. Des buts gardés par Rose, le gardien de but de Béziers. Donc victoire logique de Toulon face à Béziers par 2-0. Le panneau des résultats, division 1 contre division 2, a noté l'excellente résistance d'Angers qui ne perd contre Laval de Buzyn qu'après prolongation. De même pour Orléans qui n'a perdu que 1-0 face à Lens. Vous voyez, les deux Européens, Laval et Lens, ont eu du mal à se défaire d'Angers et d'Orléans, puisqu'Orléans lui aussi ne s'est incliné qu'après la prolongation. Les autres résultats sont logiques, notamment Rennes qui bat Livourne 2-0 et Rouen qui l'emporte sur Châteauroux 2-0. Et maintenant, nous passons aux rencontres qui opposaient un club de division 1 à un club de division 3. Et là, c'est la surprise, et oui, nous avons les images, enfin presque toutes, puisque Caen, un spécialiste de la Coupe qui avait déjà éliminé le Racing Club de Paris, eh bien Caen a éliminé Lille, un club de première division. Dès le début de la rencontre, Pichard tire au-dessus. Vous voyez que les Normands étaient plus pressants que les Lillois. Et à la 60e minute, c'est Pichard qui va marquer sur une passe, un centre de Lemel. Pichard, 1-0 pour l'équipe de Caen, alors que nous ne verrons pas le but marqué par Agostini à la 62e minute. Pour l'instant, Caen 1, Lille 0, mais Agostini a marqué, donc Caen mène par 2-0. Et bien entendu, maintenant, ce sont les Lillois qui font le pressing et qui marquent Paré à la 83e minute. Alors Lille, en fin de rencontre, va essayer d'égaliser et va presque réussir. Tout d'abord un tir sur la barre, sur la transversale de Ricord. Et ensuite, en fin de match, Bureau rate lui aussi de très peu l'égalisation, puisqu'il va tirer sur le poteau. Et nous passons maintenant à Saint-Quentin. C'est beau à Saint-Quentin? Oui, il faisait beau, il tombait de l'eau même. Et oui, ou Nantes, un club de division 1, il faisait beau, il tombait de l'eau. Amiens, division 3, Nantes n'a jamais bien réussi finalement en Coupe de France. Certes, Nantes a remporté une victoire, mais Nantes a été battue 4 fois en finale. C'est vrai, et dans la série des matchs difficiles que les Nantais ont joués en Coupe de France, eh bien, il y en a eu un il y a 3 ans à Amiens,
enfin contre Amiens, à Saint-Quentin déjà. Ils avaient gagné 1-0. Je me suis laissé dire que c'était un petit peu contre le cours du jeu, que Picaud avait marqué à la 85e minute. Alors question, est-ce qu'on allait assister cette fois-ci au même scénario? Vous voyez, à Saint-Quentin, on fait les choses bien. Pour assister donc à ce 32e de finale. Un petit espoir, on est venu ici pour développer notre football habituel et peut-être profiter d'une petite faiblesse du côté nantais. Et vous pensez que ce sera suffisant pour tomber le champion de France? Ce sera peut-être pas suffisant, mais on a un gros cœur et on espère peut-être passer. Robert Budzinski, un match contre une équipe de 3e division, c'est sans problème. Sans problème, c'est vous qui le dites. Justement, la Coupe de France réserve beaucoup de surprises. J'ose simplement espérer qu'il n'y aura pas de surprise ici et que ce sera effectivement sans problème. Et pourtant, les Nantais, des surprises, ils en ont eu, puisque les premiers à se créer une occasion, ce sont les Amiénois, à la suite de cette action de Salah et de ce tir de Bélier. Et oui, ce n'est pas une image, Bélier, c'est son nom. Bel arrêt aussi de Bertrand Demer. En première mi-temps, les Nantais n'ont pas été très dangereux. Il leur a toujours manqué un petit quelque chose pour marquer, comme sur ce coup franc. Tir de Muller pour Amis sur le côté gauche. Un centre d'Amis après avoir effacé un défenseur. Une tête de Baroncelli. Et à l'arrivée, un arrêt de Boudet. À la pause, le score est donc de 0-0 et pas d'ambiguïté sur les sentiments côté d'Amiens. C'est 45 minutes. On va essayer maintenant en deuxième mi-temps de continuer, d'essayer de contrecarrer toutes les tactiques de Nantes et quadriller le terrain le mieux possible. C'est parti d'un bon sentiment. Malheureusement, cela s'est beaucoup moins bien passé en deuxième période sur un dégagement de Boudet. Réception de Touré. Belle ouverture pour Amis et 1-0 pour Nantes après 55 minutes de jeu. C'est le coup dur pour Amiens. Et à Nantes, bien sûr, on est soulagé. D'autant que 10 minutes plus tard, les Nantais vont marquer un deuxième but sur une nouvelle action de Touré qui donne sur le côté gauche pour Loïc Amis. Loïc Amis qui déborde la défense, centre, la balle est écartée par la défense d'Amiens. Récupération pour Baroncelli, 1-2 avec Ali Logic et 2-0 pour Nantes. À 25 minutes de la fin, il n'est bien sûr plus question de qualification pour Amiens. La seule ambition des Picards est alors d'éviter la punition. Ce qu'on craint un peu à la 75e minute quand Nantes va marquer son troisième but. Cette fois-ci, c'est encore Amis qui exploite un beau travail de Poulain, belle pichenette, 3-0. C'est très dur, mais finalement Amiens va réduire l'écart à la marque. Un centre de Salah pour une tête de Paul Ravaille qui s'élève plus haut que tout le monde. À la fin, une reprise de Poujadas, 3-1. Score tout à fait logique et qui ne laisse pas de regret aux joueurs d'Amiens et à leur capitaine Jean-Pierre Salah. On est tombé sur une très belle équipe de Nantes qui nous a pris non seulement en compte mais qui nous a fait voir un football agréable. On a essayé de les contrer. Bon, mais Nantes joue en première division, on joue en division 3. Je crois que le résultat est sans appel. Ça reste quand même une grande journée pour vous? Très grande fête, oui. J'espère que ça continuera, que ça ne va pas nous casser la suite de notre championnat qui est importante. À Mantes maintenant, Le Havre, division 2, deuxième de son groupe d'ailleurs, puisque Le Havre, samedi dernier, avait battu le Racing Club de Paris, était opposé à un des plus petits de la Coupe, Marly-le-Roi, un club de division d'honneur. Et pourtant, les Havrais ont eu quelques problèmes. Ils ont eu même beaucoup de problèmes, mais il faut dire que c'était un des matchs les plus déséquilibrés sur le papier tout au moins. Les Marlychois jouaient pour la première fois à ce stade de la compétition, alors que les Havrais, eux, jouaient pour la 7e fois consécutive les 32e de finale. Alors nous allons voir ce match où justement les Havrais ont beaucoup souffert. C'était l'ambiance des grandes soirées de coupe hier sur le stade de Mantes-la-Ville où se jouait ce match. Un premier match tout amical avait lieu dans les tribunes entre les supporters des deux équipes avec une sympathique rivalité sur les moyens employés pour soutenir chacun son équipe. Et d'entrée, ce sont les Havrais qui devaient mettre le feu aux poudres dès la première minute de jeu sur ce corner avec un tir de Drieux sur le poteau. Les Marlychois en jaune se dégagent et ça chauffe pour Marly, pris de vitesse en ce début de match, il faut bien le dire. Nous sommes à la 4e minute et les Normands allaient ouvrir le score sur cette action. Flores ici, derrière pour Gonfalone qui s'engage sur la gauche. La balle passe entre les jambes de Pavani et Thierry Aubry est battu 1-0 après 4 minutes de jeu. Mais après un feu de paille de 10 minutes, les Havrais s'endorment un petit peu et les Marlychois parviennent à prendre la mesure de leurs adversaires. Attention, cela va aller très très vite. Sur cette action, Carouni entre dans la surface, Casanova est contraint à la faute, c'est le pénalty indiscutable, sifflé par M. Blouet. Les supporters exultent et c'est Christian Carrara qui tire sur la gauche
Casanova ne peut rien. Un but partout, après 20 minutes de jeu. Marly est survolté, on s'en doute, les jaunes et bleus de Marly en font voir de toutes les couleurs au ciel et marine du Havre. Et 5 minutes après son égalisation, Marly se voit offrir une chance unique de prendre l'avantage. Carouni encore libre, vous allez le voir, sur l'aile gauche. Après un 2 avec Carrara et Amouret qui fait une faute ici. Voilà, Carrara va également tirer ce deuxième penalty. 5 minutes après, il le tire de la même façon sur la gauche, mais cette fois Casanova est bien parti et a mis la balle en corner. On y croit un petit peu dans le camp de Marly. À la sortie des vestiaires, les Marlychois sont très concentrés, ils y croient peut-être aussi, à l'image de Pascal Deschazeaux. La paire noire de Marly, Jean-Francis Samba a fait sa rentrée et il marque ici pour Marly après 5 minutes de jeu. 2-1 pour Marly. Joie de courte durée, 3 minutes plus tard sur ce coup franc tiré par Flores. Le Havre va égaliser. Flores est tête de Gonfalone, 2 buts partout, 56e minute de jeu. Après 1 heure de jeu, toujours 2 buts partout, le Havre accentue son pressing grâce à sa supériorité technique évidente, mais la finition laisse un peu à désirer. Carpentier, pourtant, un très bon tir des 25 mètres, dévié par Aubry en corner. Sur le corner qui suit, le Havre prend l'avantage par Martet. Très belle tête plongeante en force, 3-2 pour le Havre. On joue depuis 1 heure et 3 minutes. À 3-2, rien n'est encore joué. Tout est possible d'un côté comme de l'autre. Mais 10 minutes après leur 3e but, les Normands vont prendre un avantage définitif cette fois-ci. Après ce tir sur le poteau, c'est Martet, encore lui, qui donne le coup de grâce aux Marlychois. 4-2, 73e minute. 4-2, c'est le score final en faveur du Havre. Une victoire logique, mais bien difficile à obtenir. Après ce match, nous avons rencontré un confrère dans les tribunes. J'appartiens à l'Union sportive de Marly-le-Roi. Je m'occupe des enfants, des poussins à Marly. Donc je suis venu assister mon équipe première dans le public. Au début du match, vous n'y croyez pas du tout? Non, c'est vrai, au début du match, moi je pensais logiquement qu'on prendrait 4-5-0. À la fin, quand les joueurs de Marly ont été fatigués, si vous voulez, le physique des joueurs du Havre a joué beaucoup. Hein. Je pense qu'ils ont gagné sur leur physique. Résultat, donc, Division 1 contre Division 3. Une seule surprise, vous l'avez vu, Caen qui élimine Lille. Et nous passons maintenant à la Division 2 contre la Division 3. Voilà, changeant de panneau, c'est fait. Alors là, pas de surprise, Tours, Guingamp, Besançon ont gagné. Alors qu'en Division 2 contre Division 4, eh bien Reims a eu bien du mal à battre le Paris Football Club 83. Cela s'est joué au tir au but, 4 tirs au but pour Reims, un seul pour le Paris Football Club. Division 2 contre Division d'honneur maintenant. La logique est respectée, mais on peut dire que... Voilà, nous y venons. Nancy... Ça, c'est le match de dimanche. Donc le Havre avait battu Marly-le-Roi 4-2, bien sûr, cela vous le saviez. Alors que Pau et Montauban ont fait match nul 1-1, mais Pau s'est qualifié au tir au but par 3 tirs au but à 2. Pour Montauban, on aurait cru une rencontre de rugby. Alors là, vous regardez rapidement les rencontres qui auront lieu aujourd'hui avec une rencontre vedette. Toulouse contre Marseille. Cannes et Lyon de Sine, j'ai entendu à la radio ce matin que le match était reporté. Car il ne fait pas beau dans la région du Dauphiné. Et nous terminons par le match le plus petit, Orange contre Saint-Tropez, ce qui nous donne une transition pour parler du magazine qu'a tourné cette semaine Yves Kupferminck. Saint-Tropez, pourquoi choisir Saint-Tropez? Eh bien parce que Saint-Tropez, d'une part, est un des 4 plus petits, il joue en division d'honneur, aussi parce que Saint-Tropez, ce sont les gendarmes, et célèbre dans le monde entier par ses gendarmes, par Brigitte Bardot, par ses milliardaires, enfin un été, hein, mais aussi par Marcelo Bourg, un footballeur. Bien sûr, oui, et Saint-Tropez, comme vous l'avez dit, va jouer cet après-midi à Toulon le plus petit match de ces 32e de finale de la Coupe de France contre l'équipe de 3e division d'Orange. Et à cette occasion, je suis allé à la rencontre cette semaine d'un Saint-Tropez méconnu, le Saint-Tropez sportif. Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés. L'envers du décor, ce que vous ne verrez jamais en vous mêlant à la marée estivale qui déferle sur ce haut lieu du tourisme. Un immense parking aux 3/4 vide, une plage déserte, ce Saint-Tropez-là existe 9 mois par an. 9 mois au cours desquels Saint-Tropez est une petite ville comme beaucoup d'autres. Comme toutes les autres, pas vraiment. Ce drôle de vase qu'on appelle aussi la Coupe de France est venu cette année perturber la tranquillité des lieux.
Le football, tout le monde s'y est mis, même les habitués de la Provençale qui, l'espace d'une partie, ont quelque peu perdu la boule. Il faut dire que l'aventure de l'Union sportive tropézienne est peu courante. Il est en effet rare qu'un club qui évolue tous les dimanches en division d'honneur parvienne pour la deuxième fois en 3 ans au stade des 32e de finale de la Coupe. C'est dans ce petit stade que l'aventure a débuté. En 1981 déjà, l'OM, alors au creux de la vague, était venu s'échouer dans le port varois. Cette saison, les victimes s'appellent Hyères et Tavaux, 2 clubs de division 3 qui ont cru un peu vite que l'UST était une proie facile. Et bien que méritée, cette qualification surprend quelque peu les responsables tropéziens. C'est toujours une surprise parce que la preuve c'est qu'on fait partie des Cendrillons. Mais surprise, il y a de bons joueurs, donc si vous voulez, personnellement c'est une demi-surprise parce qu'il y a vraiment de bons joueurs. Ce n'est pas le truc, passez-moi l'expression, qu'un club de division d'honneur peut envisager en début de saison. Alors la Coupe de France, ça arrive, on passe un tour, 2 tours, puis nous voilà aujourd'hui là où nous sommes. Des résultats pas si étonnants que cela quand on regarde l'effectif de l'US tropézienne. Pas moins de 7 joueurs ont été professionnels dans des équipes de première ou de deuxième division. Et si aujourd'hui ils ont opté pour une autre profession, leur nom et leur figure ne nous sont pas totalement inconnus. Serge Griffoni, gardien de but, comptable. Griffoni, c'est le capitaine, spécialiste des pénaltys. Il a joué à Angers, Cannes et Alès. Didier Giraudot, commerçant, arrière latéral. Marc Salomon, arrière gauche, employé de banque. Gilles Augias, pépiniériste, défenseur. Professionnel à 3, il était l'an dernier à Corbeil. Roger Le Boedec, 35 ans, commerçant. Le Boedec, c'est l'expérience. Il a défendu les couleurs de 6 clubs différents. Hervé Orgeray, milieu de terrain, commerçant saisonnier. Entraîneur des jeunes tropéziens, il a passé 7 ans à Monaco aux côtés de Gérard Banide. Fouzi Chelia, milieu de terrain, électricien. Laurent Pellecoeur, milieu de terrain, agent de la Caisse d'épargne. Il a joué à Nîmes 7 et à Alès et il ne tire pas les pénaltys sauf quand son ami Griffoni est dans les buts. Humbert Didier, ailier droit, jardinier. René Carillo, commerçant avant-centre. Marc Pic, ailier gauche, commerçant saisonnier. Méric Jean-Louis, militaire, avant-centre, milieu. Un effectif qui compte encore 2 autres anciens pros, Patrick Barthélémy et Patrick Belvet. Comme Roger Le Boedec, tous ces joueurs sont redevenus amateurs. Ici, on ne vous propose pas de milliards, mais une reconversion en douceur. J'ai voyagé à droite à gauche, Red Star, Châteauroux, Red Star, Paris-Joinville, Marseille, Angers, Alès. Et Alès, 2e division, ma foi, il fallait penser à la reconversion. Or, j'ai joué à Marseille pendant 3 ans, je me plaisais dans le Midi. Quand Saint-Tropez m'a fait un petit appel, j'ai répondu bien volontiers, avec l'idée de me reconvertir dans le commerce. Alors nous essayons de leur trouver justement cet avenir par une situation. Saint-Tropez est un pays agréable, ils y viennent volontiers. Nous trouvons souvent aussi un travail à leurs femmes et nous essayons de les recycler comme ça et c'est pour cela qu'ils viennent à Saint-Tropez. Mais enfin, il n'y en a jamais un qui est venu s'enrichir par le football. En fait, le seul salarié du club, c'est lui. Étienne Vibourel entraîne l'UST depuis 2 ans. Il a lui aussi été joueur professionnel à Sochaux et à Toulon. Le coach, comme l'appellent ses joueurs, est un homme pondéré qui analyse avec lucidité les points forts et les faiblesses de son équipe. Je dirais d'abord qu'on défend bien dans la mesure où on prend très peu de buts. Bon, maintenant, il est évident que on arrive aussi à bien construire le jeu. Il y a un certain équilibre entre la valeur athlétique de certains joueurs, la valeur technique d'autres, et si bien que je crois qu'on a une équipe assez équilibrée. Je dirais que bon, notre point faible, c'est le fait qu'on n'arrive pas toujours à transformer les occasions de but qu'on se crée. On pêche un petit peu par manque de réalisme. Au siège du club, les discussions vont bon train. PSG, Bordeaux, Marseille, il s'agit bien sûr de savoir qui sera le meilleur adversaire pour le tour suivant. Peu à peu, le rêve s'installe, même si quelques-uns gardent les pieds sur terre. Disons que Orange partira favori, c'est logique, ils sont en 3e division, c'est une bonne équipe. Je pense que nos chances sont réelles. Je considère que nous avons